In about 30 seconds as our colleagues are joining us. We have a fabulous panel for you this afternoon. Nous allons commencer dans une trentaine de secondes. Nous attendons que tous nos collègues se joignent à nous. Bienvenue, bonjour. Bienvenue au secteur que vous travaillez en établissement immigration, dans le domaine des services aux femmes. Bienvenue à cette conversation importante. Je travaille pour OCASI, le Conseil de services aux personnes immigrantes de l'Ontario. Je m'appelle Debbie Douglas. Nous sommes l'agence parapluie qui travaille avec les organismes qui travaillent avec des personnes migrantes partout en Ontario à l'échelle nationale parce que nous savons que l'immigration est un enjeu national sur le plan des politiques, même si les gens s'installent localement. Je suis ravie d'être ici avec vous et de travailler en partenariat avec nos sœurs à la Fondation canadienne des femmes. Je suis avec vous aujourd'hui depuis Toronto. Toronto est le territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga du Credit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Cet endroit que l'on connaît sous le nom de Toronto est le lieu de résidence de plusieurs Premières Nations et de peuples métis. C'est le territoire du traité 13 qui est également soumis à l'entente du Dish with One Spoon Wampum Belt. Nous sommes toutes sujets au traité et nous réaffirmons l'engagement de OCASI à honorer et respecter les traités. Cette année, pour la première fois, nous avons célébré la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Mais à tous les jours, nous pleurons les milliers d'enfants qui ont été arrachés de leur famille, de leur nation, les enfants qui sont morts dans les pensionnats des suites de violences, de cruauté, de négligence. Nous appelons à la mise en œuvre des 94 appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation, des 231 appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes autochtones et femmes et filles autochtones assassinées et disparues, ainsi que à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. OCASI est solidaire avec les peuples autochtones partout au Canada. Nous continuerons à utiliser nos plateformes pour amplifier leurs appels à la justice et à la souveraineté. Comme je l'ai dit, nous avons un extraordinaire panel pour vous cet après-midi. Il y a trois raisons pour lesquelles nous avons organisé le panel d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le Canada s'est engagé à relocaliser 40 000 réfugiés afghans et autres au cours des 2 prochaines années. Nous sommes troublés par la lenteur du processus, mais nous sommes engagés, voués à nous assurer à ce que les personnes nouvelles arrivantes reçoivent tout le soutien dont elles ont besoin. Le panel de cet après-midi s'adresse aux personnes qui offrent des services directs, qui verront peut-être, ou qui verront, je l'espère, de nouveaux clients, nouvelles clientes au cours des prochains mois, qu'il s'agisse de réfugiés, d'immigrants ou de demandeurs du statut de réfugié, que nous travaillons pour un organisme de femmes ou pour un organisme communautaire ou dans la prestation de services communautaires. Il est important que toutes les personnes prestataires de services sachent qui sont nos clients, quel type de soutien elles ont besoin et comment mieux les servir. Je crois qu'il est important en tant que prestataire de services que nous pensions aussi à comment centrer les droits, la vie privée, l'agentivité des individus, des femmes qui arrivent ici lorsqu'elles se présentent dans nos bureaux ou de plus en plus souvent dans nos rencontres virtuelles de prestation de services. Nous vous encourageons à honorer leur vécu, à écouter ce qu'elles vous disent par rapport à leurs besoins. C'est avec grand plaisir que je présente notre modératrice pour cet après-midi, Anu
prendra la parole. Anou Radadougal de la Fondation canadienne des femmes. Bonjour Debbie, merci pour cette présentation importante. C'est une excellente introduction. C'est un rappel que nous sommes tous et toutes sujets au traité, que nous devons travailler pour respecter ces traités. Je vous parle depuis Montréal, Tiohtià:ke, un territoire traditionnel du peuple Kanien'kehá:ka, mais comme plusieurs endroits, c'est également un lieu de rencontre et de rassemblement pour plusieurs nations, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe et les 10 autres nations du Québec avec lesquelles je travaille également. Je suis ravie d'être ici. Je vais présenter nos panélistes. Elles ont des choses extraordinaires à partager avec vous. Je ne veux pas les faire attendre. D'abord, j'aimerais présenter Adina Niazi de l'Organisation des femmes afghanes, Bebas Figir de l'Association des femmes immigrantes de Calgary, Mercy Lelouvi pour les services aux personnes immigrantes d'Ottawa et Khaleda Nassiri de l'initiative d'engagement et de développement des jeunes Afghans. Elles vont nous parler cet après-midi de plusieurs sujets. Je vais commencer avec une question générale et l'ordre de présentation sera le suivant. Adina, Beba, Nassim et Khalida. La première question est la suivante. Parlez-nous des femmes qui viennent au Canada dans le cadre du programme d'établissement actuel du Canada. Qui sont-elles et comment ont-elles intégré ce programme? Adina, la parole est à vous. Votre micro est sous sourdine. Il faut enlever la sourdine de votre micro. Okay, thank you, Anu. Yes, I'm from the Afghan women. Merci à nous. Je suis de l'Organisation des femmes afghanes pour les services aux immigrants et réfugiés. Je remercie la Fondation canadienne des femmes et OCACI de m'avoir invité à faire partie de ce panel aujourd'hui. En tant que réfugiée afghane moi-même et en tant que personne en contact constant avec les Afghans sur place en Afghanistan, je suis très reconnaissante d'être avec les défendresses de droits qui sont avec moi et je suis reconnaissante envers le peuple du Canada qui offre du soutien moral et matériel. Nous avons plusieurs contacts avec des personnes afghanes. Nous avons des programmes au Afghanistan, y compris un orphelinat, et nous sommes responsables de la venue de réfugiés afghans via des projets de parrainage. De nombreux Canadiens et Canadiennes veulent savoir qui sont les Afghans, les Afghanes qui viennent au Canada et pourquoi ils et elles viennent ici. Une réponse simple à cette question, c'est parce qu'ils sont obligés de devenir, sont forcés à devenir des réfugiés. Ils fuient pour protéger leur vie à la recherche de sécurité et demandent la résidence pour des motifs d'ordre humanitaire. Le Canada s'est engagé à accueillir des réfugiés de la communauté internationale. Le Canada est reconnu pour sa compassion. Les femmes et les réfugiés qui viennent ici ne viennent pas ici par choix. Elles ne viennent pas ici pour améliorer leur situation économique. Elles viennent simplement ici pour survivre. Croyez-moi, personne ne souhaite devenir réfugié. Ça a été très difficile pour moi de devenir réfugié. La plupart des réfugiés afghans qui viennent ici sont victimes d'un terrible contexte que je vais brièvement exposer. Il y a des conflits en cours continus en Afghanistan depuis plus de 40 ans. Ça a commencé en 1975 avec le coup d'État organisé par les Soviétiques. Le coup d'État a eu lieu
l'Afghanistan a été occupé par l'ex-bloc soviétique jusqu'à 1985. Ensuite, avant cela, le peuple afghanistan vivait en paix depuis plusieurs années, depuis 40 ans. L'Afghanistan était l'un des pays les plus paisibles, les plus sécuritaires du monde. Les droits des femmes étaient garantis par la Constitution dès 1960, où les femmes occupaient des postes importants au sein du cabinet, du gouvernement. Elles étaient professionnelles, avocates, médecins, professeurs. Avant 1978, j'enseignais à l'Université de Kaboul. J'étais une très jeune femme à l'époque et je me tenais devant une classe remplie de garçons et je ne me suis jamais sentie mal à l'aise. Je n'ai jamais senti qu'on ne me respectait pas parce que j'étais une femme. Mais après l'occupation terrible des Soviétiques et le combat pour la libération et le soutien des gouvernements à l'étranger envers le gouvernement soviétique a transformé l'Afghanistan en terrain de bataille entre deux superpouvoirs. La guerre civile a éclaté et toutes ces conditions ont permis aux talibans d'obtenir le pouvoir. Les talibans ont ainsi consolidé leur pouvoir et en 1986. Parlons des talibans. Ils attaquent brutalement les femmes et ont forcé les femmes à se replier dans l'obscurité, à punir toute forme d'opposition et commettre de terribles atrocités. Dans les années 90, la persécution des défendeurs des droits des femmes a atteint son apogée. Les femmes ne pouvaient pas travailler à l'extérieur de la maison, même si elles étaient le principal pourvoyeur aux besoins de la famille. De nombreux enfants afghans ont été privés d'éducation. Et j'ai moi-même une expérience directe de la réalité de la vie sous le régime taliban. À l'époque, j'étais très motivée par la résilience des femmes afghanes et par leur lutte pour l'éducation. Les femmes risquaient leur vie pour ouvrir des écoles clandestines partout en Afghanistan. Les filles qui fréquentaient nos écoles risquaient elles aussi leur vie parce que si elles étaient identifiées, elles étaient punies. Les États-Unis ont commencé à bombarder l'Afghanistan dans le cadre de leur lutte contre les talibans. Les choses ont changé. Et le bombardement de l'Afghanistan a été justifié par l'idée de la libération des femmes des talibans. Donc, les talibans ont été vaincus, les forces de l'OTAN sont entrées en Afghanistan, la démocratie s'est installée, nous avions un président. Avec tous ces changements, malgré l'insécurité continue, et malgré des préoccupations et l'impunité, de nombreux changements positifs ont eu lieu, surtout dans la vie des femmes. La communauté internationale a soutenu les femmes afghanes qui ont repris, surtout les membres de la diaspora, les membres scolarisés de la diaspora qui sont retournés en Afghanistan. Donc, le pays s'est revitalisé en quelques années et les femmes ont fait d'importants gains.
Les écoles ont rouvert, de nombreuses femmes excellaient dans toutes les sphères de la vie, dans le sport, dans l'acrobatie, la science, la musique, l'informatique. Les femmes occupaient 27 des sièges au Parlement, donc il y avait une lueur d'espoir pour les femmes afghanes. Par contre, avec la décision au mois d'août des États-Unis et de leurs alliés de se retirer d'Afghanistan d'une façon très hâtive, sans stratégie, dans un contexte d'incertitude énorme, le peuple afghan, surtout les femmes, ont été abandonnées dans un état d'agonie, luttant pour leur vie. On a simplement remis les femmes entre les mains des mêmes talibans, des talibans brutaux. Cette fois-ci, nous sommes plus fortes et nous sommes de retour là où nous étions en 2001. Les Afghans sont la deuxième population réfugiée la plus importante au monde. Et il s'agit de la plus importante crise humanitaire de l'histoire moderne. Les talibans sont aujourd'hui très forts et les filles et les garçons sont dépourvus de droits fondamentaux. Il y a des assassinats ciblés, insensés. Des catholiques sont cernés, des femmes sont assassinées. Les femmes luttent pour leur vie et cherchent à se sauver elles-mêmes lorsqu'elles deviennent réfugiées. Merci à Dina pour ce survol historique d'une importante partie de l'histoire et je reconnais que c'était très peu de temps pour nous donner un survol historique, mais comme vous le dites, c'est très important que nous ayons conscience du contexte historique pour poursuivre la conversation. Donc, merci encore une fois. Je vais passer la parole à vous, Beba. Beba, je vais demander aux participantes et participants de la conversation de mettre leurs questions dans la boîte questions-réponses Q&A. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci pour cette présentation. Adina, très bien répondu aux questions qui ont été posées par Anou. Qui vient et pourquoi elle vient? Elles viennent. Adina a très bien répondu à ces deux questions. Pourquoi les femmes afghanes viennent en tant que réfugiés? Donc, c'est une très belle mise en contexte des défis relatifs au genre vécus par les réfugiés qui viennent au Canada, les défis auxquels les femmes feront face au cours des prochaines années. Encore une fois, par rapport au contexte d'établissement, le domaine dans lequel nous travaillons, j'aimerais dire quelques mots au sujet des plans les plus récents. Où se trouvent les services au Canada? La plupart des personnes qui sont sur cet appel travaillent avec des agences d'établissement. Donc, je serai brève. La source d'information pour nous par rapport à qui est ici et pourquoi. Donc, pour cette année fiscale, nous savons qu'un total de 6 000 réfugiés originaires de l'Afghanistan arriveront au Canada d'ici la fin décembre et 4 à 5 000 réfugiés supplémentaires arriveront d'ici la fin de l'année fiscale, en 31 mars. Donc, c'est environ 6 000 Afghanistan. Le gouvernement parraine des réfugiés et cela nous donne une certaine direction, hein, nous, praticiens, praticiennes du secteur. Les réfugiés afghans se dirigeront vers 34 communautés d'établissements au Canada. En Alberta, nous attendons à recevoir
des réfugiés destinés à l'Alberta et à la Colombie-Britannique. Historiquement et statistiquement, nous savons que plus de 50% de tous les immigrants qui viennent au Canada, immigrants et réfugiés venant au Canada, sont des femmes. On m'a demandé de parler de la situation de l'Alberta, des services, de l'état de la situation. Vous savez que le Centre de convergence nationale pour l'établissement est composé de collègues de la Catholic Immigration Society. De tous les réfugiés qui sont venus jusqu'à présent, 300 sont allés en Alberta parmi ceux qui sont arrivés. Et ils sont allés à Edmonton, Calgary et Red Deer. Le travail de rétablissement, de communication autour du rétablissement, le réétablissement, c'est de répondre, ce sont des services qui répondent aux besoins fondamentaux qui sont offerts par les agences. La majorité de ces personnes sont dans la phase de réétablissement. Toutes les autres agences de l'Alberta soutiennent réfèrent des clients à d'autres agences qui peuvent aider la suite de l'expérience d'établissement des réfugiés. Donc, une agence travaille sur la communication et c'est une association qui compte une cinquantaine de membres. 20 membres sont des agences d'établissement et leur mandat primaire est de répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Et 5 agences en Alberta sont considérées des organismes qui desservent les femmes spécifiquement. Qui est venu? Qui avons-nous vu? Quel est le profil des réfugiés et dans une certaine mesure des femmes immigrantes qui sont venues dans ce groupe de 300 personnes? Nous avons parlé avec nos collègues à CCAS et avons un aperçu de la composition de ce groupe de 300 personnes qui sont récemment arrivées. Nous n'avons pas vu un grand nombre d'elles. Le processus d'établissement est très lent en raison de l'isolement et du fait qu'il n'y a que 2 aéroports qui reçoivent des nouveaux arrivants. Vous savez également qu'il y a de nombreux réfugiés qui arriveront depuis le lieu sûr aux États-Unis et à travers l'entente du 3e pays sûr. Donc, tout ce processus est encore à l'étape d'organisation. Nous n'en sommes pas encore rendus au service d'établissement. Plusieurs personnes sont éduquées par le Pashtun, d'autres langues et souvent l'anglais. Il y a de grands écarts entre les époux et les personnes à leur charge. Plusieurs femmes parlent Pashtun et peuvent écrire et lire dans leur langue. D'autres ne savent pas lire, écrire et lire. Plusieurs ont travaillé à l'extérieur de la maison, des défendeurs des droits de la personne. Certaines viennent d'arriver à Calgary. Les familles qui sont arrivées en Alberta sont assez jeunes. Les gens sont âgés de 30 à 40 ans. Il y a très peu de personnes âgées. 50% de la population qui est arrivée en Alberta sont des enfants âgés de 5 à 12 ans. La plupart des enfants ne parlent que Pashtun. De façon générale, il s'agit de personnes en santé. Nous avons vu quelques femmes enceintes et le premier bébé qui a été né ici à Calgary il y a quelques semaines. La plupart des familles sont Pashtun, donc assez conservatrices. Et les femmes que nous avons vues s'expriment beaucoup au sujet de leurs besoins et semblent être responsables des décisions au sein de leur famille. Donc, il faut les écouter. Par rapport à ce que Adina disait, plusieurs d'entre elles sont scolarisées
très émancipées grâce à l'éducation qu'elles ont reçue et elles sont tout à fait prêtes à travailler avec nous. Beba, je vais devoir vous arrêter ici. Vous avez dépassé les 5 minutes pour la première partie de cette séance. Je suis certaine qu'il y a plusieurs questions. Vous allez pouvoir revenir au point que vous avez commencé à présenter. Aucun problème. Merci. Je vais vous passer la parole. Nous parlons de qui sont les femmes qui viennent ici et comment en sont-elles arrivées au programme de rétablissement. Merci à nous. Je suis ravie de faire partie de cette importante discussion qui arrive vraiment à un moment opportun alors que nous accueillons les réfugiés afghans au Canada et que nous examinons qui sont les femmes qui joignent nos communautés et que nous nous penchons sur leurs besoins en termes de services. J'aimerais remercier Adina et Beba. Adina, vous nous avez offert une mise en contexte très éclairante. Et Beba, vous nous avez parlé de ce qui se passe en Alberta. J'aimerais vous amener en Ontario, à Ottawa plus précisément, pour que l'on voit qui sont les personnes que nous voyons. Jusqu'à présent, plus de 3000 réfugiés et migrants afghans sont arrivés en Ontario. La plupart sont arrivés et veulent rester dans la grande région de Toronto, où ils ont des amis et de la famille. Le gouvernement est assez ouvert à cette idée. Il y a également l'aspect de la migration secondaire, où les gens sont envoyés ailleurs dans la province d'Ontario. Ces personnes sont revenues à la région de Toronto, ce qui cause une augmentation de la demande en termes au niveau des services. Environ 50 des personnes sont des femmes et des enfants. 50% des personnes sont des femmes et des enfants. Les premières personnes arrivées sont scolarisées, parlent anglais, ce sont des ingénieurs, des docteurs, des leaders femmes, des personnes qui ont travaillé avec le gouvernement canadien d'une façon ou d'une autre en Afghanistan. Et bien que plusieurs d'entre elles parlent couramment l'anglais, je suis d'accord avec Beba, qu'elles sont venues avec leur famille et certains de leurs conjoints et enfants ne parlent pas nécessairement anglais ou ne sont pas scolarisés, alphabétisés. Ils vivent dans des hôtels où des agences leur offrent un soutien immédiat afin de combler les besoins immédiats par rapport à la complétion des documents d'immigration, etc. Ils sont arrivés très rapidement, ils ont été très pressés. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu remplir tous les formulaires d'immigration. Une fois que c'est fait, ils peuvent faire les procédures pour demander d'autres services de base comme les cartes d'assurance maladie, les services de garde pour enfants, etc. Ils sont ensuite relocalisés du logement plus permanent au sein de la communauté. Certaines personnes se déplacent sur place dans les hôtels pour faire des évaluations des besoins, par exemple des capacités en matière de langage. 234 réfugiés parrainés par le privé sont arrivés récemment. C'est la première arrivée de réfugiés parrainés par le privé, par des individus qui arrivent. À partir du 5 décembre, il y a 275 réfugiés parrainés par le gouvernement vont être accueillis dans un centre d'immigration catholique ici à Ottawa, qui est un des centres RPG. Mais il y a aussi des réfugiés dans 5 différents hôtels et ils y restent pendant environ 5 semaines. Parmi ces personnels, il y a 373 réfugiés parrainés par le gouvernement. Dans ce groupe, il y a 193 personnes qui sont des femmes et des enfants, ce qui est un peu plus que 50%. Ce chiffre comporte beaucoup de jeunes femmes, qui ont moins de 17 ans. Il y en a beaucoup qui sont des femmes adultes qui ont entre 18 et 59 ans et la plupart d'entre elles sont des femmes qui vivent à la maison et quelques femmes plus âgées d'entre 60 et 70 ans. Des fois, elles parlent un peu d'anglais. Soit elles parlent un peu ou elles sont assez fluides en anglais, mais elles vont prendre des cours d'anglais. Plusieurs d'entre elles sont allées à l'école jusqu'à environ le secondaire 2. Ces femmes sont souvent très intéressées à
à en apprendre beaucoup. Elles veulent pouvoir participer dans la société pour qu'elles puissent aider à leur famille. Il y a plusieurs jeunes mamans aussi, des femmes qui sont arrivées à Ottawa, qui ont des jeunes enfants, ce qui nous indique qu'il va y avoir un grand besoin de services pour les enfants. Donc, comme on l'a... Et il y a plusieurs femmes qui sont arrivées à Ottawa qui se considèrent comme des femmes au foyer. 55 d'entre elles sont maintenant logées dans des logements temporaires. Et il y en a plus qui vont encore arriver dans la région, mais on ne sait pas combien d'entre elles vont rester dans la région. Ça dépend un peu si elles ont de la famille ou des amis dans d'autres secteurs. Il y a beaucoup de bénévoles aussi qui ont été envoyés à Ottawa qui sont là pour appuyer ces femmes avec différents services et aussi les appuyer avec différents services particuliers comme par exemple aller chercher des dons ou transporter des meubles. Donc, chez Services pour femmes migrantes Ottawa, les femmes qui viennent d'arriver au Canada ont commencé à nous contacter pour essayer de recevoir des services particuliers pour les femmes. Par exemple, recevoir des services qu'elles pourraient, sans la présence de leur mari ou de leur époux, pour parler souvent aussi de sujets plus spécifiques comme la violence basée sur le genre. Je pense que je vais devoir vous arrêter. Est-ce que j'ai le temps de dire une phrase de plus? D'accord, oui. Donc, le grand défi, ça a été vraiment le logement. Ce sont de grandes familles et je voulais aussi dire que l'OCACI, en tant qu'organisme, qu'un grand réseau, a beaucoup travaillé pour la coordination et la sensibilisation pour vraiment nous donner plus de force dans le secteur. Il nous a vraiment et aide vraiment beaucoup les femmes afghanes réfugiées qui arrivent dans la province. J'aurais beaucoup plus de choses à dire, mais je vais m'arrêter pour maintenant. Merci beaucoup, Mercy. On va revenir à vous pour d'autres questions, j'en suis sûre. Maintenant, je vais passer la parole à Khalida qui va nous parler un peu plus des jeunes Afghanes qui arrivent au pays et qui va nous parler un peu de leur perspective, leur point de vue sur ce déplacement qu'elles ont dû vivre. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir bien prononcé dans mon nom. Souvent, je dis juste Khalida parce que les gens ne savent pas trop comment dire, mais merci. Donc, je suis ici. On m'a demandé de parler de la perspective des jeunes Afghanes. Et c'est important parce que quand on parle des femmes, il faut qu'on parle de la jeunesse, et des enfants et des familles, parce que comme Mercy l'a mentionné, dans la culture afghane, les femmes sont souvent considérées comme les personnes qui gèrent la famille. Donc, ce qu'on sait, c'est que la plupart des jeunes sont arrivés avec leur famille, ce qui, bien sûr, est une bonne chose. On a entendu quelques cas particuliers de jeunes ou d'enfants séparés de leur famille en Afghanistan ou pendant le transit. Il y a un cas qui a été très publicisé où un jeune enfant a été séparé de sa famille dans un aéroport à Kaboul. Ensuite, a été envoyé au Qatar, mais ensuite a pu retrouver sa famille au Canada quelques semaines après, heureusement. Nous ne savons pas s'il y a beaucoup de situations comme celle-là, mais s'il y en a, on espère vraiment que le gouvernement les travaille dessus en priorité. Maintenant, en ce qui a trait aux jeunes Afghans et Afghanes qui arrivent au Canada, bon, qui sont-elles? Ce qu'on dit souvent, c'est que la jeunesse afghane est très optimiste. Vous devez vous rappeler que l'Afghanistan a une des populations les plus jeunes et qui grandit le plus rapidement dans le monde. Il y a environ 63 de la population qui a moins de 25 ans, qui a 25 ans au moins. Et ça, c'est environ 28 millions d'Afghans. Et en fait, le Canada et l'Afghanistan ont une population assez semblable, environ 30 millions de personnes, mais il n'y a pas autant de jeunes au Canada. Cette nouvelle génération est plus éduquée, plus ouverte d'esprit, plus libérale, si on veut, ou au moins dans le contexte afghan. Ils utilisent des réseaux sociaux, ils sont adeptes de la mode, ils sont comme vous et moi, ils suivent les nouvelles et les grands titres. Ils ont des grands problèmes. Ils vivent dans un contexte de guerre. Moi, je pense, par exemple, à mes parents qui sont partis de l'Afghanistan il y a plusieurs années. Ils ont vécu une situation similaire. Mais la jeunesse afghane d'aujourd'hui est née dans la guerre, est née dans les années 90. Tout ce qu'ils ont connu de l'Afghanistan, c'est la guerre. Donc, il faut quand on parle du contexte, il faut qu'on pense à ça. Toute la vie de ces personnes-là, c'est une vie dans un pays détruit par la guerre. Pensez à ce que ça fait dans ce que ça veut dire d'être
chez nous? C'est quoi notre pays? Qu'est-ce que ça veut dire de se déplacer? Donc là, on parle de déplacement, ce qui cause des problèmes de déconnexion. Ça affaiblit les connexions sociales et on sait que c'est très important pour les jeunes. Donc, le déplacement cause de la peur chez les jeunes. Ils se sentent instables, ils ne se sentent pas en confiance et ce sont des émotions qui sont très compliquées à gérer. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le contexte auquel il faut penser quand on pense aux jeunes Afghans et Afghanes. Il ne faut pas avoir pitié des jeunes Afghans ou ils sont braves, ils font des erreurs, ils savent aussi qu'ils ont des opportunités de changer. Ils n'ont pas les outils, les ressources nécessaires à ce moment-ci. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin, ils et elles ont besoin de nous et de vous. Et comme on dit, on a besoin d'un village pour aider les enfants. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire en ce moment et je vais m'arrêter ici là, pour ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Merci, Khalida. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Et maintenant, je vais commencer avec Mercy. Ensuite, on va passer à Dina, ensuite Khalida et on va finir avec Beba. Donc, Mercy, la prochaine question. On veut parler un peu des besoins en ce qui a trait au service. Quels sont les besoins en service que vous constatez pour les femmes et les jeunes qui arrivent? Et quels sont les besoins en matière de service que vous prévoyez voir au fur et à mesure que d'autres personnes arrivent? Donc, Mercy, je vous passe la parole. Merci, Anu. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la différence entre les femmes qui arrivent. La différence entre les réfugiés qui arrivent parrainés par le gouvernement ou parrainés de façon privée, ils ont des besoins de base communs, comme le besoin de logement, de nourriture, de transport, de vêtements. Mais la différence, c'est que le gouvernement fournit un certain appui financier et se base et travaille aussi avec des organismes communautaires. Et les réfugiés qui arrivent sponsorisés de façon privée ont des sponsors qui leur fournissent ce genre d'appui. Donc, il y a beaucoup d'appui émotionnel que les personnes qui arrivent ici parrainées de façon privée reçoivent. Et ce qu'on voit dans notre agence, c'est que les réfugiés parrainés par le gouvernement ont des besoins un peu plus complexes. Plusieurs de ces besoins viennent les circonstances qui entourent leur migration. Donc, on a appris beaucoup avec ce que Adina et Khalida nous ont dit. Donc, traditionnellement, les familles vivent dans des pays peut-être un peu plus petits, n'ont pas nécessairement beaucoup d'habiletés en ce qui a trait à la langue ou à l'alphabétisation. Donc, c'est très important de penser à leur contexte pré-migration. Ça, c'est très important à cause de l'impact de ces expériences sur ces femmes. Certaines d'entre elles ont vécu des abus horribles comme l'agression sexuelle ou les abus en tout genre. Donc, quand elles arrivent au Canada, ces femmes ont des besoins très particuliers, très complexes, des problèmes de santé mentale qui ont beaucoup à voir avec le stress. Le stress, elles perdent leur réseau d'appui, un sentiment d'instabilité, la perte de leurs biens. Il y a une barrière linguistique aussi et une grande anxiété qui a surtout à voir avec les membres de leur famille qui sont restés en Afghanistan. Et ça se peut aussi qu'elles vivent des situations de violence à la maison. Donc, ça, c'est quelques-uns des besoins que les femmes, qu'on voit chez les femmes. On le voit un peu plus avec les femmes qui étaient parrainées par le gouvernement parce que il n'y a pas cet élément humain d'un sponsor privé. Maintenant, tous les services de réinstallation fournissent plusieurs services d'appui, mais il y a aussi d'autres supports qui vont plus loin que l'installation, comme par exemple l'appui légal. Et donc, il y a plusieurs organisations qui essayent de fournir des services particuliers pour les besoins particuliers de ces femmes. Mais j'aimerais mentionner qu'un des grands enjeux
auquel il faut penser à ce moment-ci, c'est que peu importe d'où est-ce que ces femmes, peu importe si ces femmes arrivent ici en tant que sponsorisées par le gouvernement ou de façon privée, notre organisation, nous devons vraiment penser à la promotion de l'éducation et des avancées sociales des femmes afghanes et des jeunes femmes afghanes qui arrivent au Canada. Il faut comprendre comment est-ce qu'elles arrivent au pays. Je suis tellement heureuse d'entendre parler de la résilience des femmes afghanes dont Adina a parlé. Pendant plusieurs années, le gouvernement taliban a bafoué, ou pardon, n'a pas permis à ces femmes aux femmes afghanes de s'éduquer, mais grâce à des militantes et des militantes afghanes, il y a eu il y a pu avoir un environnement d'éducation pour ces femmes-là et qui a créé une génération de jeunes femmes qualifiées, éduquées, qui sont devenues des modèles pour les jeunes femmes afghanes d'aujourd'hui. Donc, la situation actuelle en Afghanistan, bien sûr, a créé un grand changement dans les vies, une grande interruption, en fait, de certains aspects de la vie des jeunes femmes et des femmes afghanes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment permettre à ces femmes de vivre, une vie très épanouie au Canada. Pas seulement les femmes qui sont déjà très éduquées, mais aussi les femmes qui veulent commencer ce processus-là. Ici, on veut commencer un grand mouvement. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a du travail de sensibilisation, mais donc il faut vraiment commencer. Il faut s'assurer qu'on travaille non seulement avec les femmes, mais qu'on travaille aussi en collaboration avec différents secteurs pour pouvoir arriver à ces objectifs. Merci beaucoup. Adina, on vous écoute. D'accord, merci. Vraiment, vous avez mentionné plusieurs des besoins. Je pourrais simplement rajouter, vous avez parlé de la santé mentale. Merci d'avoir mentionné cette question-là. Une des barrières un des grands défis pour l'accès aux services de santé mentale pour les femmes afghanes, c'est les grands stigmas. Ça se peut, on parle, c'est quelque chose, c'est des stigmas qui peuvent avoir été internalisés qui peuvent être vraiment subconscients pour les femmes afghanes. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on soit capable d'identifier. Ce qu'on peut faire avec des conversations individuelles, avoir des sessions où on peut échanger des histoires. Ce sont différentes façons il y a plusieurs programmes nous avons plusieurs programmes qui, en fait, ont donné des résultats très positifs. On a vu quand même quelques succès dans les programmes dans ce genre-là. Donc, ça, c'est une des choses que je voulais mentionner. Donc, je voulais mentionner la marginalisation et l'isolement des femmes. Donc, il y a des fois, souvent, il y a des femmes qui arrivent ici qui ne sortent pas beaucoup. Donc, c'est important de les aider à sortir de cet isolement-là. C'est de briser cet isolement. Ça, c'est une des étapes les plus importantes dans l'appui des femmes réfugiées afghanes. C'est quelque chose qui peut être fait par les services d'installation. Mais pour ce faire, il faut créer un environnement confortable et sécuritaire. Il se peut que les bureaux des organisations ne soient pas nécessairement les endroits les plus confortables. C'est important de peut-être se rendre dans un environnement qui est vraiment confortable et rassurant. Des fois, c'est sûr que pendant la COVID, c'est difficile d'aller dans un appartement, mais c'est quelque chose qui peut être important. Aussi, il peut y avoir des événements culturels, des pique-niques, des fêtes dans d'autres endroits. Des fois, c'est peut-être simplement de cuisiner ensemble dans la cuisine. C'est vraiment de les connecter avec la communauté. Et un des services aussi qui est nécessaire, c'est les services pour les parents. C'est sûr qu'il y a des différences dans la façon dont les enfants sont élevés ici en Afghanistan. Donc, c'est important peut-être d'avoir de l'information sur comment est-ce qu'on élève les enfants habituellement au Canada. C'est simplement peut-être parler de certaines bases de ce sujet-là ici au Canada. Merci beaucoup, Adina. Est-ce que je peux vous arrêter ici? Je vais vous laisser peut-être aller prendre un verre d'eau.
Je vais maintenant passer la parole à Khalida et ensuite nous allons passer à Beba. Oui, je pense que Mercy et Dina ont vraiment mentionné plusieurs des choses les plus importantes. Je ne vais pas répéter les choses sur pas répéter les besoins de base, mais pour parler encore de la jeunesse. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a les services immédiats, bon, le logement, la nourriture, les vêtements. Il ne faut pas oublier aussi leurs besoins à long terme. Qu'est-ce qui arrive après qu'ils trouvent un logement? Comme Adina l'a mentionné, les parents afghans, ça se peut qu'ils ne sachent pas comment vraiment s'orienter dans la société. Ils ne savent pas qui contacter, pourquoi. Et peut-être qu'ils ne savent pas aussi comment avoir accès aux ressources importantes pour leurs enfants. Peut-être qu'ils vont même devenir un peu plus conservateurs. Peut-être qu'ils vont dire, oh, c'est peut-être pas important de chercher certaines ressources. Donc, pour les jeunes Afghans et Afghanes, nous savons que c'est un âge où il y a plusieurs éléments de croissance physique, mentale. Donc, c'est un peu le moment où ces jeunes-là peuvent être c'est important qu'ils reçoivent beaucoup d'aide et d'appui pour pouvoir grandir et devenir des adultes. Donc, ils ont besoin vraiment de mentorat d'une certaine façon, que ce soit avec d'autres Afghans et Afghanes qui vivent ici, qui sont venus comme réfugiés, ou d'autres personnes de d'autres cultures qui sont aussi arrivées au Canada en tant que réfugiés, des gens qui peuvent comprendre ce qu'ils vivent. Ils ont besoin aussi d'appui pour certains éléments, comme certains éléments sociaux, comment faire ses impôts, comment s'inscrire à l'université. Ce sont des choses pour lesquelles ils ont besoin d'aide spécialisée. On ne peut pas juste faire une présentation et dire, bon, parfait, c'est fait. Ils ont besoin de plus d'appui que ça. Donc, ça, c'est une chose que je voulais mentionner. La sécurité, il y a certaines personnes qui en ont parlé, des services. Quand je parle de sécurité, je veux dire des services qui peuvent fournir des espaces sécuritaires, des espaces remplis d'amour et de confort. Donc, ça revient à cette idée d'avoir des mentors, des amis. Parce que, par exemple, il y a les jeunes hommes afghans, des fois, ont tendance à peut-être se joindre à des gangs de rue ou à avoir certains comportements sociaux qui sont un peu négatifs. Et ça peut arriver quand ils n'ont pas nécessairement l'aide ou l'appui qu'ils ont besoin. Donc, on veut essayer de prévenir ces situations-là. Et je parlais encore on a parlé d'être des parents. C'est très important pour la jeunesse afghane parce que nos parents, souvent, ont dû se concentrer sur la sécurité physique de leurs enfants. Ils n'ont pas eu l'opportunité de peut-être grandir individuellement. Donc, ça peut créer de la tension entre les parents et les enfants qui essayent de trouver l'équilibre entre leur vie tous les jours et leurs rêves. Donc, il peut y avoir une différence entre ce que les parents ont en tête et ce que les jeunes veulent faire. Donc, on a parlé du mentorat, de l'appui et vraiment, selon moi, je pense que tous les jeunes Afghans qui arrivent devraient faire un test de choc post-traumatique. Moi, je pense qu'on pourrait. Je n'y connais pas peut-être pas assez pour pouvoir faire un diagnostic, là, mais moi, je dirais que tous les jeunes Afghans qui arrivent en pays doivent probablement avoir une certaine forme de trauma. Donc, il faut que ça soit pris en compte. Il faut qu'il y ait certains services qui prennent ça en compte pour eux. Merci beaucoup. Vous avez vraiment mentionné des choses très importantes, particulièrement des besoins à long terme des réfugiés. Je pense que c'est. Donc, je pense que vraiment, vous avez mis l'emphase sur l'intégration à long terme pour les familles. Et je pense que Beba aussi allait parler de quelque chose de similaire. Beba, votre micro est éteint. Bon, tout le monde a mentionné les parents. Je vais mentionner aussi toutes les familles qui sont arrivées à Calgary ont eu accès à des services pour les parents qui ont été offerts de façon individuelle pour les femmes, les hôtels. Il y a eu plusieurs ateliers aussi pour les familles. Les programmes pour les parents sont sont des programmes qui ont commencé il y a plus de 30 ans ici. Donc, nous avons des programmes pour parents sur mesure, en fait, pour les parents, pour les pères et même pour les grands-parents. Et un de nos programmes ici, nous avons aussi des interprètes et des traducteurs pour ces services-là ici. Et donc, nous avons un appui dans la langue maternelle des réfugiés aussi. Et je vais aussi mentionner quelques aspects de la question de la santé mentale.
C'est quelque chose qui est certainement un enjeu. On voit beaucoup d'anxiété. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu leurs enfants. Et donc, nous avons un centre pour la résilience ici à Calgary qui travaille avec elle. Nous avons aussi des agences qui offrent des services cliniques pour les traumas, les traumatismes avec lesquels ces femmes vivent. Tout type de trauma ou de traumatisme pour ces familles-là. De façon plus philosophique, quand on parle de services plus genrés, il y a plusieurs agences d'installation. Toutes les agences travaillent avec les femmes, pas juste les agences pour les femmes, mais les personnes qui ont le plus de difficultés avec peut-être ce qu'il y a à voir avec l'alphabétisation, avec l'éducation, ce sont souvent les femmes. Donc, donc, elles travaillent beaucoup avec les organismes pour femmes et les programmes pour femmes. Mais bon, donc, nous avons des services qui sont pour les personnes, les femmes plus éduquées. On a aussi des programmes pour les femmes qui ont reçu moins d'éducation. Mais dans tous les cas, les groupes pour femmes appuient les femmes de façon plus emphatique. Ils leur permettent d'avoir accès à différents types de services. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que les femmes ont accès à des services qui sont faits particulièrement pour leurs besoins. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir, au moins ici en Alberta. Et nous avons commencé à rentrer en contact avec toutes les organisations pour femmes en Alberta. Donc, un des grands centres ici pour les services aux immigrants au Canada a plus de 60 programmes qui ont attrait avec de l'aide avec la recherche d'emploi et des programmes aussi particuliers pour comment trouver un emploi quand on n'a pas été éduqué très longtemps. Il y a des services d'appui pour les jeunes femmes aussi. C'est des services pour la recherche d'emploi pour les jeunes femmes, ce qui est différent parce que la situation est différente pour les jeunes mères et les jeunes femmes. Donc, ce que je veux mentionner, c'est que c'est important que les centres de services pour femmes soient en contact et échangent des idées, s'entraident, parce qu'on en apprend beaucoup des autres agences. Des fois, il y a des modèles, il y a des programmes qui sont déjà mis en place, particulièrement quand on parle de programmes d'éducation. Et il y a des programmes aussi peut-être qui n'ont pas été des grands succès, qui peuvent être dans une agence, qui peuvent être repris par d'autres, on peut réessayer. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment aux agences de s'assurer d'avoir un impact maximal avec leurs services. Comment est-ce qu'on peut maximiser l'impact et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les 40 000 réfugiés afghans qui vont arriver au Canada. S'assurer aussi que ces services, les impacts qui ne sont pas seulement pour les réfugiés qu'on invite au Canada, mais en général aussi. Maintenant, je voudrais aussi parler très brièvement de l'importance de la traduction et de l'interprétation. C'est important de pouvoir fournir de l'appui dans leur langue aux familles, parce que quand on parle d'un programme de formation, de certification, en fait, Mercy, on le fait même, on travaille avec CISA qui est ici à Ottawa. Nous travaillons en partenariat avec eux pour certifier nos clients. Nous avons été en mesure d'envoyer 7 membres du personnel à CCIS pour commencer à travailler avec les services de réinstallation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, donc qu'il n'y ait pas de lacunes dans la communication entre les réfugiés afghans et les agences.
Donc, la collaboration, c'est vraiment très important. Merci. Merci beaucoup, Beba. Merci pour vos remarques. Maintenant, je pense qu'on va avoir un peu de temps pour les questions du public. On a quelques questions qui ont déjà été lancées. Donc, peut-être on va garder ça en tête pour répondre à la prochaine question. Donc, peut-être si on peut s'assurer de peut-être se concentrer sur des choses qui n'ont pas encore été dites. Donc, maintenant, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des approches sensibles au genre et qui tiennent compte des traumatismes quand vient le temps d'offrir des services aux femmes afghanes au Canada. Qu'est-ce que les fournisseurs de services devraient savoir, devraient faire et devraient considérer? Donc, on peut commencer avec Khalida. Oui, vous pourriez commencer. On vous écoute. Oui, je vais essayer de parler brièvement. Donc oui, moi, je vais parler de la perspective jeunesse. Je suis sûre que les autres membres du panel pourront en dire plus. Donc, la première chose que je dirais, c'est que plusieurs des jeunes réfugiés vont avoir des traumatismes intergénérationnels, c'est-à-dire des traumas qui sont qui viennent des parents et ces parents transmettent un peu ce genre de traumatisme. Donc, et ça, c'est quelque chose que c'est pas seulement les réfugiés, c'est les Afghans et les Afghanes en général qui vivent avec ça. Donc, d'être capable de reconnaître que oui, les jeunes sont très reconnaissants d'être ici, mais ils ont quand même beaucoup de problèmes avec. C'est difficile de vivre avec ce qu'ils ont vécu. Et c'est difficile aussi, comme l'a mentionné Adina, de vivre avec le stigma, le stigma de la santé mentale. Ce n'est pas tous les Afghans qui pensent ça, mais dans la culture afghane, il y a cette idée de si on a un problème de santé mentale, on est fou. Donc, ça peut être un peu difficile de parler de ces idées-là. Il faut vraiment être ouvert d'esprit quand on parle de ces thèmes-là avec des Afghanes et des Afghans, comprendre le contexte duquel ils et elles viennent. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de jeunes Afghans et Afghanes qui ont un peu de difficulté à comprendre qui ils sont, qui ils étaient, qu'est-ce que ça veut dire que de vivre cette nouvelle vie. Et ça peut être difficile pour aussi les parents de ces jeunes-là. Donc, c'est important de s'assurer que les jeunes Afghans et les jeunes Afghanes sont en contact avec des systèmes d'appui solides et réconfortants. On a vu dans notre programme de mentorat pour la jeunesse afghane, on a vu que on a créé des connexions entre des jeunes Afghans et Afghanes avec des mentors au Canada et on a vu des conversations très intéressantes sur ce qu'est l'identité. Et donc, ça les aide vraiment à s'intégrer à la société plus facilement quand ils se sentent vraiment faisant partie de quelque chose, d'un groupe. Et pour les jeunes femmes et les jeunes filles afghanes, bon, on en a parlé un peu déjà. Je pense pas que je peux rajouter beaucoup de choses à ce qui a déjà été dit, mais ce qui peut être une réalité dans cette culture-là, c'est que les jeunes femmes afghanes sont encouragées à se marier assez jeunes, le plus tôt, le mieux, vraiment. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans notre culture. On ne force pas les femmes à se marier, mais il y a un peu de pression. Donc, ça peut être important d'encourager les jeunes filles tôt à comprendre leurs passions et leurs rêves et les encourager à les poursuivre. Et ce que je dirais aussi, c'est que les jeunes hommes afghans aussi ont besoin d'un appui particulier. Ils ont d'autres types de traumatismes. Les pères afghans, des fois, ne sont pas aussi présents dans la vie de leurs enfants que les mères. Donc, ça peut être important d'identifier les facteurs de risque pour les jeunes hommes afghans qui sont peut-être plus à risque de s'engager dans des comportements sociaux plus négatifs. Thank you so much. That's wonderful. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Beba et ensuite nous allons passer à Mercy et à Dina. Il y a plusieurs questions dans la boîte de questions-réponses, donc je vous invite à formuler des réponses qui durent 2 à 3 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse respecter le temps. Désolée, je lisais dans la boîte de clavardage. Quelle est la question? Que doivent savoir les prestataires de services pour être à l'écoute des réalités de genre, mais également pour utiliser des approches qui tiennent compte des traumatismes pour répondre aux besoins des familles afghanes et des femmes en particulier? Je dirais que, heureusement,
Nous avons settlement sector une assez bonne capacité au sein du secteur de l'établissement, des groupes mandates. d'établissement avec les groupes qui ont des mandats qui s'adressent spécifiquement aux femmes. Et nous sommes prêtes à accueillir les réfugiés avec des programmes qui sont financés de façon régulière. Nous avons du financement pour les services cliniques. Nous avons en Alberta, nous avons des réseaux de services pour les familles. Nous avons des services cliniques qui sont financés par les services à la jeunesse. J'ai également mentionné que nous offrons des programmes de soutien très complets, des services qui tiennent compte des traumatismes. J'ai également parlé du Centre pour la résilience qui travaille avec des nouveaux arrivants. Il y a une clinique pour les réfugiés à Calgary. Siva a reçu du financement pour produire des vidéos pour les femmes immigrantes dans plusieurs langues. Donc, l'accès pour les aider à accéder aux services, pour comprendre quels sont les services qui sont disponibles. Le IRCC a identifié les femmes comme étant prioritaires pour le financement 2021-2025. Ça parle en bien du travail qui a été fait dans le secteur. Cela veut dire qu'il y a finalement une reconnaissance du fait que les services spécifiques aux genres sexo-spécifiques sont cruciaux et que de soutenir les femmes est synonyme d'enfants qui s'épanouissent, qui réussissent. Nous devons renforcer les capacités des agences à offrir des services aux femmes. Et il faut offrir des services dans les grands centres, dans les petits centres qui reçoivent des réfugiés, des femmes réfugiées, offrir aux groupes des ressources leur permettant d'offrir des services en milieu rural ou en grand centre urbain. C'est une question de politique et nous devons travailler là-dessus pour atteindre les objectifs que le gouvernement veut atteindre, c'est-à-dire d'avoir un grand nombre de réfugiés installés au Canada pour renflouer la main-d'œuvre, le marché du travail, mais également pour accueillir les gens. Il y a plusieurs bons exemples de collaboration et d'échange, des modèles de services très intéressants dont nous pouvons nous prévaloir. Et nous devons nous assurer que les bénéficiaires y aient accès. Merci, c'est très intéressant. Merci. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais faire écho à ce que Beba a dit. Les services qui s'adressent spécifiquement aux femmes sont cruciaux. Et surtout dans le contexte de la violence fondée sur le genre. La violence fondée sur le genre existe dans nos communautés, elle existe dans les communautés de nouveaux arrivants. Plusieurs femmes arrivent au Canada et ne connaissent pas leurs droits. Elles vivent dans des situations de violence sans savoir qu'elles ont des droits. Il est donc essentiel d'avoir des espaces sécuritaires qui s'adressent exclusivement aux femmes, où les femmes peuvent recevoir le soutien dont elles ont besoin, les mesures de soutien qui sont disponibles. Certaines femmes arrivent au Canada avec un partenaire violent et veulent s'en séparer. Comment le faire? De façon sécuritaire, sans avoir peur de représailles. Quels sont les droits légaux? Quels sont ces droits humains? Quels sont les droits canadiens en matière de violence fondée sur le genre? Ces lieux sécuritaires doivent exister pour que les femmes reçoivent ces renseignements, ce soutien essentiel. Quelles sont les répercussions pour les femmes violentées en matière de soutien au logement, etc. Je crois qu'il est important que les prestataires de services qui travaillent avec des femmes en situation de violence genrée comprennent l'intersectionnalité
comprennent les oppressions imbriquées auxquelles font face les femmes. Cette compréhension aide les prestataires de services à mieux offrir des services. Brièvement, j'aimerais parler de l'importance d'utiliser des services d'interprétation au besoin. C'est vraiment critique. Je ne peux insister suffisamment sur cette question. Le peu de maîtrise du français ou de l'anglais est vraiment un obstacle pour les femmes qui veulent dénoncer des situations de violence. Donc, il est essentiel d'utiliser les services d'interprètes spécialisés qui sont formés sur le plan de la terminologie de la traite des personnes, de la violence. Il y a des interprètes disponibles partout en Ontario et leurs services sont gratuits pour les prestataires de services qui travaillent avec des survivantes. Donc, c'est vraiment important de ne pas minimiser l'importance des services d'interprétation. Les prestataires de services d'interprétation en ce moment forment des interprètes qui parlent dari et pashtun pour faire face à la demande, pour répondre à la demande, parce que nous savons que nous recevrons davantage de réfugiés afghans. Donc, c'est une façon de se préparer. Et quand les Syriens sont arrivés, avec la pandémie, nous avons constaté l'augmentation de la violence faite aux femmes. Donc, c'est une expérience que nous avons connue avec l'arrivée des réfugiés syriens, le besoin d'interprétation. Nous nous y préparons également avec la population afghane. Nous devons faire plus sur le plan de la prévention de la violence fondée sur le genre. Nous recevons de nouvelles résidentes, nouveaux résidents au sein de nos communautés. Nous devons nous concentrer sur la prévention. Il est essentiel d'avoir de l'information pour la prévention de la violence genrée chez les nouveaux arrivants. Il faut informer. Nous devons impliquer à la fois les hommes et les femmes dans les conversations. Les prestataires de services qui travaillent avec les femmes dans tous les secteurs soient formés pour reconnaître les signes de violence. Ils doivent savoir comment intervenir. Ils doivent savoir à qui référer les personnes. Donc, je pourrais en dire beaucoup plus, mais bon, dans l'intérêt du temps, je vais m'en tenir à ceci. Merci, Mercy. J'apprécie le fait que vous connaissiez toutes de nombreux sujets et que vous avez beaucoup à offrir. Évidemment, vous ne pouvez qu'offrir une petite partie de vos connaissances dans ce contexte où le temps est limité. Donc, j'apprécie le fait que vous nous aidiez à respecter le temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mercy. Cette question de la violence fondée sur le genre est très importante dans le contexte de traumatisme. Le traumatisme en contexte de crise, de déplacement, la pandémie, il s'agit de pressions qui exacerbent les risques de violence. Donc, c'est vraiment essentiel de le mentionner. Adina, je vous passe la parole. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Et Karen va ensuite passer à la période de questions-réponses. Je serai très brève. Je pense que tout a déjà été abordé. La plupart des points ont déjà été abordés. Par contre, si nous parlons des réfugiés, des traumatismes que vivent les réfugiés, il faut se souvenir que ce groupe de réfugiés qui arrive est différent d'autres groupes de réfugiés parce que quelque chose est arrivé très soudainement dans leur vie. Ils arrivent dans un contexte très chaotique. Ils ont été très pressés. Ils sont quittés à la hâte. Ils ont quitté les membres de leur famille, leurs possessions, leur maison. Et certains sont venus avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Vous avez vu à quel point la situation était chaotique. Je parlais avec une nouvelle arrivante afghane et elle a dit que quand elle a quitté le pays, il y avait des tirs, des balles qui étaient tirées autour d'elle. Donc, c'est vraiment un traumatisme important. Les femmes sont plus exposées au traumatisme parce que malgré tout, elles sont les personnes responsables de leur famille. Elles sont en tout temps en train de protéger leur famille. Nous devons parler de la capacité des organismes d'établissement. Ces organismes doivent former leurs équipes, former les travailleurs, travailleuses en matière de traumatisme.
Ça doit faire partie de la formation de base, surtout lorsqu'on parle de la violence vécue par les femmes, et les travailleurs-travailleuses doivent se rappeler que ces femmes ont traversé des épreuves très violentes tout au long de leur vie. Il faut reconnaître que cette violence a des effets sur leur comportement. Il ne faut pas les blâmer, il faut reconnaître ce qu'elles ont vécu. Les travailleuses qui travaillent avec ces femmes traumatisées doivent elles-mêmes avoir accès à du soutien pour qu'elles ne souffrent pas d'épuisement. Donc, il faut également offrir un soutien aux travailleuses qui travaillent avec les femmes. Merci, je pense que c'est un excellent commentaire sur lequel terminer. Nous avons récemment entendu parler de l'épuisement professionnel dans le contexte de la pandémie. Évidemment, au fil du temps, nous avons beaucoup entendu parler de trauma indirect, d'épuisement de compassion, donc c'est très important d'en parler. Karen a quelques questions dans la boîte de questions-réponses. Elle a essayé, je crois, de regrouper les questions dans la boîte de chat. Elle va animer la prochaine section. Merci à nous. Merci à tout le monde pour vos commentaires. Merci à toutes les participantes pour vos questions extraordinaires. J'ai essayé de les lire et je vais faire de mon mieux pour poser le plus de questions possible. Pour faire suite à ce qu'Adina vient de mentionner par rapport à ce qui se passe en Afghanistan et du parcours vers le Canada, il y a beaucoup d'intérêt envers cette question dans la boîte de clavardage en ce moment. À quel point est-ce difficile pour les femmes et leurs familles de quitter l'Afghanistan en ce moment? De quoi a l'air le processus? Et qui reste en Afghanistan, qui ne réussit pas à quitter? Adina, peut-être que vous voulez répondre à cette question? Quitter votre pays, votre communauté, vos amis, c'est difficile pour tout le monde, pour une femme, pour un homme, pour tout le monde. Les gens quittent leur famille, leurs amis. Je connais des réfugiés qui est constamment inquiète parce qu'elle a laissé sa mère âgée, dont elle prenait soin. Et maintenant, elle ne peut la faire venir, donc elle cherche à la parrainer au privé. Je connais une famille qui a travaillé très fort pendant une vingtaine d'années pour s'acheter une petite maison et puis ils n'ont rien pu emporter avec eux. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Même pour les migrants économiques, c'est très difficile de quitter, de s'installer dans un nouveau pays. J'étais en Inde quand je suis devenue réfugiée. Pour moi, au tout début, quand j'ai demandé le statut de réfugié, je sentais que j'avais tout perdu, ma famille, mon réseau et même ma dignité. Et j'avais vraiment très honte d'être appelée une réfugiée. Évidemment, j'ai dû transformer ma perception de la réalité des réfugiés. C'était très loin de la réalité. Je sais que les femmes sont très résilientes. Certains de ces nouveaux réfugiés ont laissé des membres de la famille à la maison et il y a tellement de femmes violentées qui sont abandonnées en Afghanistan où peu de services sont disponibles. Il y a beaucoup de limitations sur le plan des critères. Il y a certaines catégories qui comportent des critères très difficiles à satisfaire. Une des choses qu'on oublie des fois, c'est
que lorsque les talibans ont, sont- ont commencé à régner en Afghanistan, ils ont libéré les prisonniers. Donc, des fois, c'était des personnes qui avaient, des hommes qui avaient abusé de femmes de façon très violente. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui disait tout d'un coup, mon ex-mari violent est en liberté et là, j'ai peur. Donc, oui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas, qui se sont laissées un peu de côté avec ce programme-là. Il y a des limites à ce que les sponsors peuvent faire parce que il y a des limites administratives et aussi parce qu'il y a des nouveaux critères qui sont imposés pour des nouveaux cas de refuge. Merci beaucoup, Adina. Khalida, je pense que vous alliez dire quelque chose, que vous voudriez rajouter quelque chose? Non, non, pardon. Je pense que je réagissais à ce qui était dit, mais non, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Parfait. Merci. Baba, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cette question particulière? Je pense qu'Adina a vraiment tout dit. Et comme on va encore, moi aussi, comme qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense que je suis contente avec ce qu'Adina a dit. Et Beba, bon, une question qui est peut-être pour vous, considérant votre connexion avec les services de réinstallation de Calgary, est-ce que vous pourriez nous aider à clarifier un peu que, bon, dans le programme de réinstallation du gouvernement canadien, quels sont les critères, qui sont les personnes qui sont incluses dans cet effort canadien d'amener les gens au pays? Bon, oui, bien sûr, on a entendu parler des personnes qui avaient déjà travaillé avec le gouvernement au niveau humanitaire, pour les initiatives humanitaires en Afghanistan du gouvernement. Donc, on sait qu'il y a une priorité pour ces personnes-là et bien sûr, on a déjà mentionné qu'il y en a plusieurs d'entre elles qui sont déjà arrivées ici ou qui sont arrivées à Calgary. Je pense que j'ai mentionné aussi avant qu'il y a une entente entre le Canada, le gouvernement canadien et le gouvernement américain. Pour certains des réfugiés qui ont été évacués par les États-Unis sont en attente. Ils attendent que les papiers administratifs soient réglés pour qu'ils puissent venir au Canada. Et bon, nous avons aussi mentionné cette question des réfugiés sponsorisés par le gouvernement ou de façon privée. Enfin, c'est un peu le point central des prises de décision au gouvernement en ce qui a trait à ce quel devrait être le pourcentage de chaque type de sponsor. Et bon, ça dépend aussi des ressources du gouvernement fédéral, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup moins d'engagement gouvernemental dans le cas des sponsors privés, même s'ils doivent quand même être éligibles pour des services, pour certains des services. Donc, je pense que c'est la semaine passée qu'il y a eu une mise à jour du gouvernement et ils n'ont pas dit beaucoup plus de ce que j'ai dit aujourd'hui. Bien sûr, le gouvernement veut s'assurer que la décision est faite. Et bon, ils ont partagé la décision de façon transparente avec le public, mais je pense pas que j'ai mentionné que bon, entre maintenant et la fin de l'année officielle, il devait y avoir environ 11 000 Afghans et Afghanes qui vont arriver au pays. Je pense que les personnes qui vont venir ont déjà été choisies. Des fois, c'est par rapport à... Et des fois, ça se base sur la facilité du transport vers le Canada ou leur contexte personnel. Une grande partie du travail dans lequel on est engagé, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les agences, est encore dans une étape de planification. J'espère que j'ai répondu à la question. J'ai fait de mon mieux. Oui, merci. Merci beaucoup, Beba. Une autre question ici qui a un peu à voir avec ce qu'on vient de dire. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent savoir combien de familles afghanes sont en train de venir dans leur région, dans leur communauté, et comment est-ce qu'elles pourraient rentrer en contact avec des organisations qui pourraient les appuyer.
Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce que le gouvernement partage des informations sur où est-ce que les familles arrivent ou où est-ce qu'elles vont être déplacées? Comment est-ce que les gens peuvent trouver cette information-là puis comprendre un peu qui va arriver dans leur région? Et je vois qu'Adina a allumé son micro, donc on vous écoute. Mais pour moi, en fait, c'est difficile. C'est difficile de savoir le nombre exact, mais je sais qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à Toronto et qui sont supposées être déplacées, mais il y en a plusieurs qui veulent rester à Toronto. Et bon, donc, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de personnes qui veulent rester à Toronto, mais le gouvernement avait envoyé plusieurs familles dans d'autres provinces, mais on a reçu certains appels de certaines familles qui nous disaient comment est-ce que je peux revenir à Toronto. Donc, c'est difficile de vraiment donner des chiffres exacts et le gouvernement ne nous donne pas de chiffres exacts non plus, ou je n'ai pas vu, moi, de chiffres particuliers pour les provinces. J'aimerais rajouter, je pense que la communication n'est pas aussi efficace que ce qu'on voudrait, mais j'aimerais aussi mentionner qu'il y a un comité pour la réinstallation afghane qui travaille avec le IRCC et l'OCACI a 2 personnes désignées qui travaillent dans ce comité-là. Donc, on reçoit un peu d'informations à ce niveau-là. OK, merci. Je pense que le mieux, ça serait d'essayer de contacter les agences de sponsorisation gouvernementale de votre région pour avoir une idée des chiffres. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a peut-être on a du temps pour une question finale, et cela a à voir avec la programmation. Comment est-ce qu'on crée des programmes et des espaces pour les femmes et les jeunes afghanes? Donc, à quoi est-ce que les fournisseurs de services doivent penser quand ils créent des opportunités de formation, des programmes pour des participantes qui ont le statut de réfugié et le traumatisme qui vient avec? Donc, c'est juste qu'on a mentionné un peu, mais s'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez rajouter ou quelque chose que vous voudriez que les gens gardent vraiment en tête, ça pourrait être une bonne question à poser. Donc, je vais commencer avec Khalida. Oui, je pense que c'est Mercy qui avait été très éloquente à ce sujet-là. Bon, les approches qui prennent les traumatismes en considération, bon, avec l'idée des jeunes en tête, je pense que ça commence avec la compréhension de leur contexte. Je pense que les formations et des ressources éducatives, tout ça, c'est important. C'est important de vraiment prendre leur contexte en considération quand on crée ce genre de programme ou de service. Comprendre un peu leur situation, ce qu'ils et elles vivent. Et il faut aussi s'assurer de comprendre que ça se peut que les jeunes ne s'engagent pas tout de suite, mais c'est important de garder ce contact avec eux et avec elles pendant longtemps, leur donner le temps de se sentir en sécurité, sentir confortable, et avec le temps, ils et elles vont probablement commencer à s'engager plus dans les ressources. Donc, les jeunes femmes ou les jeunes mères ont aussi besoin de ressources qui peuvent les aider Ils ont besoin de ressources communautaires ou même d'endroits où ils peuvent se rencontrer. C'est une façon de vraiment... c'est une façon de guérir. Moi, je me rappelle que ma mère allait dans un espèce d'atelier de couture et elle pouvait parler avec d'autres femmes afghanes et ça l'a vraiment aidé à guérir, à passer à travers un peu, à travers cette situation difficile qu'elle vivait. Donc, c'est ce genre de choses qui peut faire la différence. Quelqu'un d'autre qui voudrait donner quelques mots finaux? Donc, oui. La plupart des familles, quand elles arrivent ici, voient qu'il y a un grand écart intergénérationnel. Les jeunes vivent dans différentes cultures, la culture à l'école, la culture à la maison. Donc, c'est important d'avoir des services et de la formation pour les parents sur les systèmes scolaires, s'assurer qu'ils s'engagent dans l'éducation de leurs enfants. Peut-être aussi, peut-être les encourager à aller aux réunions
à l'école, parler avec les professeurs, c'est quelque chose qui peut être très important. Mais aussi, essayer vraiment de réduire ce grand écart entre les jeunes et leurs parents. C'est quelque chose qui... Donc, c'est l'importance de l'éducation. Et Khalida le sait parce qu'elle travaille avec la jeunesse et c'est important. Et c'est important pour la jeunesse parce que quand les jeunes arrivent ici, bon, ils vont à l'école, ils font face à des problèmes sociaux de la société canadienne. Et donc, des fois, bon, ils essayent de vraiment s'identifier à la culture autant que possible. Mais on veut aussi s'assurer qu'ils sont fiers de leur culture, de la culture de leurs parents. Mais c'est pour ça, on veut s'assurer que ces jeunes-là puissent adopter les aspects positifs d'une culture et aussi éduquer les autres sur leur propre culture et sur qui ils sont. Donc, parce qu'ils peuvent vraiment rajouter à la diversité de notre pays. On veut s'assurer qu'ils n'aient pas honte de qui ils et elles sont. Oui, j'aimerais rajouter que, bon, n'ayez pas peur de rentrer en contact avec des groupes de personnes afghanes. Il n'y a pas... Bon, nous sommes un groupe... bon, il y a le groupe des femmes afghanes, l'Organisation des femmes afghanes, des groupes comme le nôtre. On est ici pour aider. Donc, si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise de rentrer en contact avec nous, de nous poser des questions. Et oui, c'est aussi important de comprendre l'intersectionnalité de cette situation. Il y a des groupes sociaux afghans qui ont vécu plus d'oppression que d'autres, que ce soit les femmes ou il y a des groupes culturels qui ont aussi vécu des types de génocide. Donc, c'est important aussi de prendre tout ça en considération, au moins de comprendre un peu l'intersectionnalité dans ce genre de situation-là. Oui, bon, on a dit beaucoup de choses, mais de façon très brève. Quand on essaie d'organiser des formations, c'est important que les services d'appui qu'il y ait des services d'aide, des services d'appui qui soient en lien avec ces formations-là. Les services d'appui sont vraiment importants et il faut les prendre en considération quand on crée des formations. Merci beaucoup, Mercy. Et en fait, ça nous met, on est maintenant à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, avant tout, je voudrais vous remercier. Merci, Adina, Beba, Mercy et Khalida. Merci pour votre appui. Merci aussi à toutes les personnes qui sont aidées du côté technique. Notre équipe de la Fondation canadienne des femmes. Merci à nos interprètes. Merci à toutes les personnes qui ont organisé la rencontre d'aujourd'hui. Merci, Debbie, pour avoir animé le début de notre conversation. Ça nous a permis de penser à la vérité et réconciliation et à son importance. Et je pense que, bon, j'espère que tous ceux et toutes celles qui ont été avec nous aujourd'hui gardent en tête l'importance de l'appui aux familles afghanes et aux femmes afghanes. J'espère que vous rappellerez que c'est important que les fournisseurs de services se concentrent vraiment sur les droits, sur les nécessités, les besoins particuliers des femmes et des familles afghanes. On sait que le Canada est un pays qui a beaucoup d'immigrants et de réfugiés, de personnes déplacées. Et ce sont des questions qui ont un impact sur toutes ces personnes-là de différentes manières. Donc, c'est de garder un peu cet aspect intersectionnalité en tête maintenant après la conversation d'aujourd'hui. Donc, merci pour tout le travail important que vous faites. Merci beaucoup.